mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast. On va parler aujourd'hui bien du Tour des Flandres, le deuxième monument de la saison qui arrive. Déjà avec moi autour de la table, ou en tout cas autour du network pour parler bien de ce Tour des Flandres, du Ronde van Vlaanderen. On accueille Paul du Cycle des Temps qui nous rejoint. Salut Paul. Ouais, salut pour la deuxième, hein. Toujours oui. sur l'enchaînement avec les monuments. Hâte de parler de ce second monument de l'année. Déjà, deuxième monument qui est là, et avec nous aussi Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, salut Paul, salut à toutes et tous. On enregistre ce jeudi en milieu de journée. Julien, tu étais toi à Waregem pour À travers la Flandre ce mercredi où tu as pu vivre un petit peu de l'intérieur, au milieu de cette ambiance des Flandres qu'on aime tant. Notamment la défaite de Wout van Aert, un petit peu. Ça a été sûrement une réaction pleine d'émotions dans le public, j'imagine. Le public était dépité, comme beaucoup de suiveurs, parce que Wout, c'est comme tu le disais sur tes réseaux sociaux, c'est l'homme du peuple. Il est apprécié en Belgique et c'est vrai que là ça commence à faire un peu triste pour lui sur cette course. Il reviendra pour la gagner, mais il va au moins claquer. Faut qu'il tourne trop autour pour ne pas gagner dans les prochaines semaines. C'est pas possible. Ouais, Paul, Wout van Aert, franchement, à chaque fois, c'est les émotions. Ah on est d'accord. Mais je trouve que je l'attendais quand même pas à ce niveau-là, parce que forcément, il y a eu sa blessure cet hiver, et je trouve que il monte fort en puissance. Et je l'attendais pas à le mettre vraiment dans la liste des favoris sur le Tour des Flandres cette année, je parle. Et alors que là, j'ai l'impression que ces dernières semaines, il a totalement rebasculé les cartes. Il a fait un superbe Stradé, super aussi Milan-San Remo. Et puis là, encore une fois, hier, il passe juste à côté de la gagne. Mais comme on disait, ouais, il a la gagne dans les jambes sur une grosse course, encore une fois, cette année. Ouais. Ouais, alors on en parlera un petit peu tout à l'heure, des outsiders. Et de Wout van Aert, notamment, qui fait partie des outsiders plus quand même dans ce Tour des Flandres. Mais quand même, la grande nouvelle de ce 110e Tour des Flandres 2026, c'est la présence au départ de Remco Evenepoel. Julien, franchement, on ne s'y attendait pas du tout à voir Remco Evenepoel. Et là, Red Bull Boransgro qui nous pond comme ça en plus, pratiquement aux frontières entre le 31 mars et le 1er avril, la présence du Belge. Pendant tout le 1er avril, on a bien cru que la Red Bull essayait de noyer le poisson d'avril éventuel. Et finalement, non, le Belge sera bien au départ du Tour des Flandres. Le timing de l'annonce pouvait prêter à sourire, en fait. D'annoncer ça le 31 mars, il dit, allez, demain, il balance que c'était un poisson d'avril. Hein. Le 1er avril, c'est la seule journée de l'année où on vérifie les infos. Mais en plus, ils ont un peu noyé le poisson en disant on sait pas, on verra. Et en fait, hier, quand c'était annoncé, c'était, on va pas dire une bombe, mais une grenade dans les infos. C'était assez costaud. Les confrères belges étaient aussi dubitatifs hier matin. Et ils étaient autant surpris que le public, je pense, de la confirmation de Remco sur le Tour des Flandres. Quoi. Mais a priori, il a préparé sa petite affaire, donc à voir. Ouais, alors c'est quand même une nouvelle qui est pas venue de nulle part parce que, un peu comme par hasard, les dernières heures avant l'annonce de l'arrivée de Remco Evenepoel, en tout cas avant le début des réelles rumeurs, on a entendu, notamment Paul, dans les médias belges, certains demander la présence d'Evenepoel, notamment Philippe Gilbert, et ça comme par hasard entre dimanche et In Flanders Fields, c'est ça si je me trompe pas pour la nouvelle dénomination de Gande Wevelgem,
et du coup à travers la Middelkerk in ouais, Flanderfield. voilà, oui, voilà, Middelkerk to Middelkerk et Flandersfields Wevelgem, bref. Et donc, et mercredi à travers la Flandre, dans ce laps de temps en début de semaine, on a entendu Philippe Gilbert s'expliquer en disant il faut qu'Evenepoel soit au départ, etc., etc. Ah, là, franchement, c'est une bombe incroyable. Ah ouais, non, mais totalement. Après, en plus, il l'avait démenti dans un premier temps, il me semble-t-il, sur le Tour de Catalogne en interview quand on lui avait vraiment posé la question. Et ensuite, non, on apprend ça en milieu de semaine. Je pense aussi que le timing de l'annonce est volontaire. Je pense que niveau coup de marketing aussi de la part de Red Bull, je pense que ils ont vraiment eu envie de jouer sur l'annonce du 1er avril. Et ça va être un premier vrai test pour lui sur les pavés dimanche. J'ai hâte de le voir se mesurer. Des coureurs comme Pogacar et Van Der Poel. Alors, justement, par rapport à ces gars-là, il va se situer où? Parce que finalement, Remco Evenepoel, on l'a vu au départ de Liège-Bastogne-Liège, on l'a vu au départ du Tour de Lombardie. Et mis à part ça, on l'a pas vu au départ d'aucun autre monument, même de Milan-San Remo dans sa carrière. Paul, c'est quand même une grande inconnue que de voir Remco Evenepoel, coureur du top 5 mondial depuis maintenant 4-5 ans, présent au départ du Round 2. Ah bah oui, parce que lui, ses caractéristiques, ça reste un classic man, mais c'est plus un Ardennais qu'un Flandrien. Donc c'est vrai qu'on avance un peu dans l'inconnu dimanche, mais ça m'étonnerait pas déjà, vu la trempe de champion que c'est, qui figure déjà dans les premières positions à l'arrivée. Enfin, ça dépendra aussi de la tactique de course qui sera embarquée, mais je pense que il vient pas sur le Tour des Flandres pour faire de la figuration. Je pense qu'il vient déjà pour essayer d'impacter et jouer la gagne, tout simplement. Julien, est-ce que finalement c'est un Ardennais plus qu'un Flandrien, mais ce profil de Tour des Flandres qui sera normalement un Tour des Flandres sec, plutôt rapide, c'est pas ce qui convient le mieux à Remco Evenepoel et à sa puissance, parce que c'est aussi ce qui caractérise Remco Evenepoel, c'est la puissance qu'il est capable de développer dans les monts. Mont pavé, on verra bien, encore faut-il qu'il soit... Comment dire? On sait que les courses flandriennes, il faut qu'il y ait une certaine expérience de gestion du pavé notamment. Ça, c'est réellement la limite que peut avoir Remco Evenepoel. Sur le reste, sur la course, on sait qu'il aura les watts dans les jambes pour aller suivre Pogacar, Van Der Poel assez loin normalement. Intrinsèquement, sur les watts, là-dessus, je pense qu'il a assez prouvé qu'il pouvait développer des watts. Ce qui peut peut-être lui manquer, c'est la connaissance du parcours, comment se placer et autres. Même si c'est un mec après, du s'il coin faut... quand même, Julien, il y a quand même ça reste un Belge. Donc il doit s'entraîner sur ces routes-là. Ça reste un bel. Ouais, c'est plus vers le Brabant qui s'entraîne, Remco. Mais après, il a fait plusieurs stages, a priori, plusieurs recos. Moi, ce qui m'inquiète à peu près, c'est l'équipe qui va l'entourer, quoi. À part Pity, Tratnik, sur ce genre de course, ça risque d'être compliqué au niveau de l'entourage. Il y a Jenny Vermeersch, Euh, Tim Van Dyke qui sont annoncés, notamment les frères Van Dyke qui sont Les aussi frères Van Dijk, des Flandriens. qui sont des Flandriens. Après sur ce genre de course, tout peut arriver. Et puis on a déjà vu au mois de septembre Pogacar se faire déposer par Evenepoel dans une côte en pavé, donc pourquoi pas? Oui. Est-ce que finalement, la présence d'Evenepoel, c'est une inconnue, ou plutôt c'est ce qui rend la course un peu plus excitante dans le scénario, dans le sens où, en fait, c'est Remco Evenepoel, il arrive, Paul, il a rien à perdre, il va tout faire exploser, il va tenter de tout faire exploser, il a tout à gagner, il a rien à perdre et tout à gagner sur cette course. Est-ce que ça, franchement, pour Van Der Poel et Pogacar, c'est un vrai caillou dans la chaussure? Ça rajoute un grand protagoniste à la victoire. Après, moi, je pense que ça changera pas la course d'un Pogacar ou d'un Van Der Poel qui, pour moi, actuellement, sont vraiment les deux monstres sur les Flandriennes. Enfin, là, je mets surtout un Pogacar qui, ces dernières années, quand il vient sur le Tour des Flandres, il vient aussi là pour gagner. Pour moi, ce sera aussi le grand favori dimanche. Je pense qu'ils vont pas calquer leur course sur un Remco Evenepoel. Mais Evenepoel, lui, justement, il a tout à gagner à essayer, comme tu dis, de dynamiter, peut-être prendre un coup d'avance, qui sait, parce qu'on sait très bien que maintenant, les courses peuvent se lancer assez tôt. Donc, on verra bien quelle tactique décide Evenepoel. Et puis, pareil, il y a toujours cette condition, il y a toujours ces chutes, ce placement avant les monts, éviter aussi les crevaisons. C'est aussi une science, je pense,
de ceux qui ont déjà fait plusieurs participations. Eux, ils ont la connaissance. Peut-être qu'Evenepoel, lui, avec sa première participation, il sera peut-être plus dans une découverte à ce niveau-là. Il n'aura peut-être pas cette chance qu'un Pogacar et un Van Der Poel ont dans le placement, dans le fait de pas crever, tout simplement. Et Julien, est-ce que finalement, la présence d'Evenepoel, ça nous confirme pas que petit à petit, il va s'orienter plus vers les classiques, les courses d'un jour, ou même dans les courses par étapes, il va s'orienter plus vers des grands coups, peut-être des raids, à voir un petit peu ce que ça va donner pour lui, pour la suite de sa carrière aussi. Je pense qu'il a vite, là, c'est le Tour de Catalogne. Il a compris que c'était fini les grands tours. Il fallait plus qu'il se focalise dessus. Peut-être aller sur les grands tours, gagner des étapes, aller chercher le maillot à poids, ça peut lui convenir, hein, et aller jouer sur les classiques. Un peu à l'image d'un Alaphilippe, à une certaine époque. Maintenant, pour revenir vraiment à la participation au Tour des Flandres, et si c'était Evenepoel qui guérissait le peloton du syndrome Pogacar, à savoir dès que Pogacar s'en va, tout le monde se regarde. Bah, si c'est lui qui part, est-ce que si devance le coup de Pogacar, est-ce que ça peut pas aller à la gagne? Ça va être intéressant à suivre. C'est un round très intéressant à suivre. Ouais. Alors encore faut-il que les autres soient capables de suivre la roue de Remco Evenepoel quand ça va accélérer et embrayer derrière, parce que c'est vrai que quand il démarre le gros moteur, quand même assez impressionnant. Remco Evenepoel qui a eu 26 ans au mois de janvier déjà, et oui déjà 26 ans au mois de janvier, il a commencé professionnel en 2019, 73 victoires déjà dans sa carrière. Et oui, alors beaucoup l'orienter vers un général de grand tour. Moi, le premier, je pense que tu gagnes pas une Vuelta et tu fais pas troisième de ce qui est pour moi le Tour de France le plus dense des dernières années. Il fait troisième quand même derrière Pogacar et Vingegaard. Tu ne le fais pas par hasard. Maintenant, voilà, il a tellement de choses à jouer dans les classiques et aussi à gagner 2-3 étapes par course par étape qui dispute, que voilà, il a un coup réellement à faire sur ce Tour des Flandres. En un mot, Paul et Julien, je vais commencer par Paul. En un mot, où tu vois Evenepoel entre Pogacar et Van Der Poel? C'est très difficile parce que forcément, le Tour des Flandres, c'est une course très, très aléatoire aussi. Ça dépend vraiment de chaque homme, mais je le vois derrière ouais, Pogacar et Van Der Poel à l'arrivée. Derrière aussi un Wout van Aert que je trouve aussi super impressionnant lors de ses dernières sorties. Ouais, je le vois faire un top 5, ça serait déjà solide pour lui pour une première participation sur le Tour des Flandres, je trouve. Ah, je rejoins Paul là-dessus. Un top 5, ce serait beau pour un premier Tour des Flandres. Sachant il y a aussi un Wout van Aert qui est là, qui a un nouveau caillou dans la chaussure des Classic Men, le petit Alex Segart. Et pourquoi pas un Mats Pedersen qui était pas mal sur Milan-San Remo, qui a préféré mettre de côté Middelkerve-Ganvevelgem. Ouais, ce serait entre ces cinq-là, de toute façon. La grosse surprise viendrait d'un podium, voire d'une victoire d'Evenepoel. Allez, on va, avant de passer à Van Der Poel et Pogacar, pour parler des deux grands favoris de ce Tour des Flandres, je voudrais qu'on fasse un petit laïus rapide, 5 minutes, sur le Tour des Catalognes qui s'est déroulé la semaine dernière, au milieu finalement aussi de ces semi-classiques belges de préparation au Tour des Flandres, où était Remco Evenepoel, remporté logiquement par Jonas Vingegaard, et où, Paul, les Français se sont très bien comportés, franchement, agréablement surpris même, j'ai envie de dire, entre Lenny Martinez, Valentin Paré-Peintre et Dorian Godon qui ont animé la semaine. Ah mais on a vu nos Français sur tous les types de terrains, que ce soit les arrivées pour sprinter, puncher, comme tu dis avec Dorian Godon qui a surfé un petit peu sur la semaine avec ses 2 victoires. Il aurait même peut-être pu en remporter encore 3 ou 4. À chaque fois, il passait pas loin. On a vu aussi Noah Isidore également, Antoine Lotte qui était pas si loin sur ce genre d'arrivée. Et après, comme tu dis aussi, quand c'était des arrivées un peu plus pour grimpeurs, on a vu un certain Lenny Martinez et Valentin Paré-Peintre qui se sont aussi bien comportés, peut-être presque mieux qu'un Remco Evenepoel comme on vient d'évoquer. Et c'est vrai qu'on peut estimer encore que si un Jonas Vingegaard s'était pas présenté, on aurait pu enfin avoir une victoire française sur une course par étape. Enfin, en tout cas, on s'en approche.
On sent le bon bout en tout cas. Ouais, Julien, bon, c'est vrai qu'on avait fait le podcast de début de saison. Est-ce qu'un Français va remporter une course par étape World Tour en 2026? Toujours est-il que la semaine prochaine, il y a un Tour du Pays Basque qui se profile, sans Pogacar, sans Vingegaard, mais avec Del Toro face à Paul Sexas. Alors Juan Ayuso, il a chuté à Paris-Nice, il est normalement prévu au départ du Tour du Pays Basque, mais à voir dans quel état s'il s'y présente. C'est vrai que de plus en plus, on voit les Français réellement se comporter de mieux en mieux. Il n'y avait pas Kevin Vauquelin, mais qui était aussi en forme à Paris-Nice. Lenny Martinez qui a pareil, a surfé sur sa forme de Paris-Nice et qui est finalement le premier des meilleurs puisqu'il est deuxième du général derrière Vingegaard et devant Lipovitz qui fait troisième du dernier Tour de France quand même. Ça s'approche de plus en plus d'une succession à Christophe Moreau, dernier vainqueur d'une épreuve par étape World Tour. Hein. Il a 16 ans maintenant. 2017, c'était bon, 10 2007 ans déjà 2007. Ah, 2007. 2007, Wow, 19 ouais. ans. Ah oui, désolé, les cheveux blancs. 19 ans. Ah oui, non, mais je l'ai pas vu venir, Ça celle-là. passe vite. Ah oui, oui. T'avais la date, mais t'avais pas l'écart. Voilà. Mais ouais, puis on a vu un Axel Laurence qui est passé pas loin aussi, qui est pas sur une course qui est pas World Tour, mais Oui, copie Bartali. qui est assez relevé, qui est annoncé sur le Pays Basque avec des arrivées pour Pure Puncher. Non, à mon avis, ça va être une semaine où, si c'est pas la gagne, ça va être le podium pour Sexas, qui sera accompagné d'un bon Bisio en plus, qui Oui. est aussi un peu dans l'ombre d'un Sexas. Non, je pense on va s'en approcher cette année, on va peut-être même réussir. Ouais, de toute façon, on avait ciblé le Tour du Pays Basque comme la course qui pouvait tomber chez les Français avec Paul Sexas face à Del Toro. Bon, Juan Ayuso peut-être pas, on verra. On va bien voir ce qui va se passer pour ce Tour de Catalogne et avant de repasser au Tour des Flandres. Paul, Jonas Vingegaard, on met de côté, c'est un train qui arrive à l'heure. Du moment où Pogacar n'est pas au départ d'une course par étape, Vingegaard est l'ultra favori. Il a encore montré qu'il était intouchable, notamment sur les arrivées au sommet. Et j'ai quand même envie de dire que j'ai un petit regret qu'il ne se présente pas plus au départ de classique parce qu'il montre qu'il a une vraie science de la course aussi et qu'il est vraiment capable de jouer sur des parcours de classique. Pour le reste, c'est quand même très homogène. Et je le redis quand même, on voit aujourd'hui un Lenny Martinez se positionner largement au niveau du troisième du dernier Tour de France. Valentin Paré-Peintre aussi progressé. Bon, alors je vais quand même remettre Félix Gall dans la course à ce podium-là parce qu'il a craqué dans une descente. Il a lâché beaucoup de temps dans une descente, mais il a prouvé sur une arrivée au sommet qu'il était réellement au niveau pour aller chercher cette deuxième place du général, au moins un podium. Pour le reste, Paul, c'est quand même on se dit quand même que l'avenir est radieux devant nous. Ouais, sachant que je regarde un petit peu le classement, il y avait vraiment des beaux noms pour le classement général qui étaient là, qui étaient présents sur ce Tour de Catalogne, une course assez importante quand même du calendrier en début de saison. Et on a deux Français qui figurent dans le top 5. Et ouais, comme tu dis, devant des noms qui ont fait podium sur le Tour de France. Martinez finit devant Lipovitz qui a fait 3e l'an dernier et Valentin Paré-Peintre finit 4e devant Remco Evenepoel qui a fait 3e en 2022. Bon, après, ça veut tout et rien dire, mais ça veut simplement dire que ça progresse. Lenny Martinez, je pense qu'il a passé un cap, ce qu'on lui a beaucoup reproché l'an dernier. Il avait déjà quand même fait une bonne saison, même une très belle saison l'an dernier avec ses multiples victoires d'étape. Je pense qu'il lui fait un peu tâche, c'était son Tour de France l'an dernier où il a échoué dans sa quête de maillot de meilleur grimpeur. Donc il manquait un peu cette régularité. Et j'ai l'impression, là, depuis Paris-Nice et le Tour de Catalogne, j'ai l'impression que lui-même, il arrive à ne plus avoir de jours sans. Je crois que c'est lui-même qui a tenu ses paroles. Donc, c'est plutôt positif pour la suite. Ouais, complètement pour Lenny Martinez, Remco Evenepoel 2024, la 3e place au Tour de France. Et moi, des grosses déceptions en tout cas sur cette semaine de course. Oscar Handley, je trouve qu'il passe totalement au travers de son début de saison. Et Joao Almeida, qui était présent au départ et qui termine 38e du général pour la team UAE. Joao Almeida, l'impression que la montée de Isaac Del Toro
le fait plonger un petit peu, lui, de son côté, et qu'il a perdu des années à se battre contre Juan Ayuso, à voir Joao Almeida qui a annoncé normalement comme leader de la team UAE sur le Tour d'Italie. On n'oubliera pas non plus dans la bataille Tom Pidcock qui a chuté dans une descente mais qui a prouvé aussi qu'il était toujours bien placé, capable de se batailler devant. Il a eu très chaud le Britannique. Bon, on va passer au Tour des Flandres. On va passer à la bataille, repasser au Tour des Flandres, mais passer à la bataille Van Der Poel-Pogačar. Bon, messieurs, Van Der Poel-Pogačar, est-ce que Mathieu Van Der Poel va prendre sa revanche de Milan-San Remo sur Tadej Pogačar, ou est-ce que, Julien, est-ce que Tadej Pogačar va enchaîner avec un nouveau monument dans son escarcelle et avec, je crois, son 3e Tour des Flandres? Pogacar va peut-être vouloir s'amuser, entre guillemets, cette saison, à faire les 5 monuments, avec une petite répétition de Paris-Roubaix pour se remettre dans le bain des pavés sur le Tour des Flandres. Oui, il va vouloir jouer, ça c'est clair. Mathieu Van Der Poel aura le couteau entre les dents. On l'a vu super en forme sur le Grand Prix E3 vendredi dernier, où il fait un raid solo de 40 bornes de mémoire. Et pareil, un raid à 2 cette fois-ci sur Gand-Wevelgem, où il répond bien à l'attaque de Wout van Aert dans la dernière montée de Kemmel dans la zone à 21%. Les deux sont en forme. Alors, est-ce que Mathieu va réussir à tenir Pogacar quand il va mettre en route, ou est-ce que Pogacar va réussir enfin à battre au sprint Mathieu Van Der Poel? Ça va être le point clé du spectacle de dimanche. Paul, nous, après Milan-San Remo, on s'était posé la question, en ayant l'inconnu, en tout cas de l'état de sa main, de savoir comment Mathieu Van Der Poel allait se rétablir. Dans l'analyse de Milan-San Remo, on avait la donnée que finalement le craquage de Van Der Poel n'était peut-être pas tant que ça dans les jambes, mais aussi par rapport à la chute, à la main qui l'avait handicapé. On a vu des bandages notamment sur ces semi-classiques belges. Est-ce que tu penses que Van Der Poel cette fois-ci sera en capacité de suivre Tadej Pogacar? On sait que ces dernières années, tous les 2 ans, c'est Van Der Poel et Pogacar qui remportent tour après tour le Tour des Flandres, mis à part Casper Asgreen en 2021. Alors, moi, je pense que je vais être cru d'habitude. J'essaye d'être un peu tempéré, mais je pense que je vois nettement Tadej Pogacar favori sur ce Tour des Flandres. Je pense qu'il y aura pas match avec Mathieu Van Der Poel. Je pense que quand Pogacar va déclencher, en fait, pour moi, je le vois s'envoler sur ce Tour des Flandres. Je pense pas qu'il y aura d'arrivée au sprint en petit comité. J'imagine un Pogacar s'imposer en solitaire. C'est vrai que bon, Van Der Poel a été un peu handicapé par sa chute sur Milan-San Remo. On espère pour lui qu'il retrouvera pleinement ses capacités sur ce Tour des Flandres. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire depuis ce début de saison que Van Der Poel n'est pas si impérial que ça sur les courses auxquelles il participe. On l'a vu, il a fait duo avec Wout van Aert. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu les deux se batailler lors d'une classique en Belgique. Et alors que Pogacar, lui, continue de surfer sur sa grande dynamique, surtout avec enfin le gain de Milan-San Remo. Et surtout aussi, c'est que, me semble-t-il, que Pogacar, dès qu'il se présente sur le Tour des Flandres, il est là pour gagner. Je crois que c'est 2 participations de victoires de mémoire, si je m'abuse. Alors, je crois que sur la première participation, c'est une des victoires de Van Der Poel où il se fait gêner au sprint par Madouas. Oui, effectivement. Il doit faire 4e, mais après derrière, donc les 2 autres participations, voilà, exactement. Les 2 autres participations, c'est 2 victoires, et en plus, je crois de mémoire, 2 victoires en solitaire. Donc voilà, c'est quand même un Pogacar qui n'est pas là pour rien. Julien, est-ce que Pogacar a pris l'ascendant définitif sur Van Der Poel? J'ai envie de dire, même sur le Tour des Flandres, qui est une classique qui colle à Mathieu Van Der Poel, qui peut être considéré comme le plus grand des Flandriens de la période actuelle, et même l'un des plus grands du cyclisme moderne. Finalement, est-ce que Van Der Poel est en capacité de suivre Tadej Pogacar cette année, ou alors tu sens comme Paul que finalement ça y est, l'ascendant a été pris par le Slovène? Je suis un peu tempéré là-dessus.
Parce que Pogacar fait figure d'épouvantail. Il aura, c'est même plus les caméras braquées sur lui. C'est vraiment les satellites qui sont sur lui, là. Maintenant, Mathieu Van Der Poel, il est super en forme cette année. Il a fait un petit peu, il est un petit peu en dedans, comme on avait dit sur sa chute à Milan-San Remo. Et Mathieu Van Der Poel, c'est un homme d'histoire avec un grand H. Il voudra dépasser le Lion des Flandres, Johan Museeuw, en termes de victoire. Ils sont à 3 partout actuellement. Je pense pas comme Paul qu'il soit un peu entre guillemets sur le déclin, c'est pas le terme, mais je pense qu'il peut suivre Pogacar. Cette année, il a peut-être plus le punch. Là, il est au soleil. Il est parti au soleil après Gand-Wevelgem. Se ressourcer et préparer ça bien. Il a pas pris l'ascendant pas encore, je pense. Et du coup, messieurs, par rapport à ce programme de course, on a vu Pogacar complètement coupé entre Milan-San Remo et le Tour des Flandres. On a vu Mathieu Van Der Poel enchaîner le Grand Prix E3 à Gand-Wevelgem vendredi et dimanche dernier, avec finalement, Paul, le raid de Van Der Poel avec Van Aert, tout en gestion quand même, on avait l'impression pour le néerlandais, qui s'était quand même fait la peau vendredi dernier avec un scénario de dingue à la fin du Grand Prix E3 où il remporte la victoire, mais franchement on se demande comment encore il a pu gagner cette course. Parce que la désorganisation derrière, et c'est un point clé aussi à mon avis de ce Tour des Flandres, c'est une fois que ça embraye devant, une fois que les favoris embrayent, s'il y a des groupes qui sont derrière, et il faut qu'ils arrivent quand même à s'organiser, euh, ils- l'organisation n'arrive jamais à réellement se mettre en place. Euh, Là, franchement, c'est quoi? Est-ce que Van Der Poel a voulu se rassurer en enchaînant E3 et Gand-Wevelgem? Enfin, in Flanders Fields, tu m'as compris. Bon, je pense juste qu'il avait envie d'aller regagner quelques courses quand il démarre aussi sur le Omloop. L'Omloop, il avait jamais participé à l'Omloop, donc c'est juste Ouais. qu'il veut rajouter des classiques flandriennes à son palmarès. Bon, je pense que le 3, il l'avait, ouais, c'était sa Le 3, il troisième avait déjà victoire là, gagné. Ouais. sur Ouais, le ouais. 3. Il a remporté les trois les 3 dernières courses sur le 3. Non, je pense que c'est un programme assez classique pour Mathieu Van Der Poel, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, a pas été si impérial que ça, parce que même si on le voit il a encore fait un super raid en solitaire quand même sur l'E3, mais on le voit à l'arrivée qu'il est forcément cuit. Et comme tu dis, si le groupe derrière s'était mieux organisé, il l'aurait rattrapé. Et je pense qu'au sprint, Mathieu Van Der Poel n'aurait pas pu s'imposer au vu de son barou en solitaire. Et après, bon, sur In Flanders Fields, comme tu dis, il a été aussi plus en gestion, sachant qu'il y avait Jasper Philipsen qui était dans le groupe derrière lui. Et au final, bien lui en a pris, puisque c'est lui qui s'est imposé au final. Donc, non, bonne préparation pour Mathieu Van Der Poel sur le round 2, ouais, pour le round Bon. 2. Bah, alors, je sais pas. Peut-être que je vois Mathieu Van Der Poel trop beau, mais euh, t'es pas le seul, Paul, à dire que Van Der Poel, enfin en tout cas que Pogacar est réellement une jambe au-dessus de Van Der Poel. Je sais pas. En fait, je sais pas. Peut-être que je vois Van Der Poel trop beau. Julien, je sais pas ce que t'en penses. Toi, t'as un peu nuancé le propos de Paul il y a quelques instants, mais je sais pas. Ça reste quand même Mathieu Van Der Poel. Maintenant, on est quand même aussi en train de se dire que Pogacar a commencé à dominer Van Der Poel sur le Tour des Flandres. Que maintenant le seul terrain où Van Der Poel est capable de pouvoir rivaliser avec Pogacar, c'est Paris-Roubaix, et jusqu'à ce que Pogacar remporte Paris-Roubaix. Je sais pas. Tu vois quoi, toi, Julien? Tu vois Van Der Poel battre Pogacar dimanche? Ouais, je le vois essayer. Je le vois essayer de tenir Pogacar sur ses attaques. Après, l'attaque de Van Aert, c'était pas une attaque molle, quoi.
dans Kemmel. Il a l'air solide et on l'a un peu oublié dimanche, mais t'as Sénéchal qui fait un boulot énorme à chaque fois pour replacer Mathieu Van Der Poel. Ça pourrait être le facteur qui va le dernier à accompagner Mathieu Van Der Poel pour l'aider à boucher un éventuel trou sur Pogacar. Oui, alors il y a quand même cette tactique de course aujourd'hui où il y a un écrémage énorme et maintenant à aller entre 80 et 100 km de l'arrivée sur, je crois, les 2-3 dernières éditions, Paul, c'est là que ça explose. C'est là que le Tour des Flandres commence à se jouer à 80 à 100 km de l'arrivée. Il y a les premières grosses attaques, des outsiders au minimum, en tout cas des favoris. Encore une fois, ce sera là l'une des clés de la course, d'aller justement faire péter tout ça. Et Pogacar, tu viens de le dire, Julien, il a une équipe autour avec notamment Florian Sénéchal, mais t'as des Pogacar, il a aussi Florian Vermeersch aussi qui en ce moment est très très fort. Florian Vermeersch, il y a aussi Morgado, Polite au départ de la course. Paul, la tactique de Pogacar, comme d'habitude, ça va être de faire péter la course le plus loin possible de l'arrivée. Bon, je pense que c'est tout dans son intérêt d'essayer en tout cas de mettre à mal aussi les principaux protagonistes. Déjà aussi peut-être de fatiguer des Van Der Poel, des Van Aert aussi loin de l'arrivée. Et puis comme tu l'as souligné, et j'avais aussi envie d'en parler, ouais, Florian Vermeersch qui est pour moi l'un des meilleurs Flandriens cette saison. Il sort de deux podiums sur l'Omloop et sur le 3. Le 3, si c'était mieux passé, il aurait peut-être pu jouer la gagne. Sur l'Omloop, qui a été aussi très impressionnant, il a suivi Van Der Poel. Avant que Van Der Poel, lui, s'isole en tête en fin de course. Mais je trouve que, encore une fois, c'était ce qu'on disait déjà, ce qu'on évoquait déjà sur Milan-San Remo, l'équipe autour de Tadej Pogacar est beaucoup plus solide que l'équipe autour de Mathieu Van Der Poel. Donc forcément, bon, il y aura un jeu d'équipe dans cette anticipation aussi loin de l'arrivée, mais bon, c'est pas l'équipe qui va faire que un Pogacar ou un Van Der Poel va s'imposer. Après, ça sera les jambes des deux leaders qui vont faire la différence. Mais je vois aussi, comme tu dis, une différence assez loin de l'arrivée. Ouais, bon, c'est là que ça va se décanter. Et c'est vrai que, en fait, on a l'habitude de voir Pogacar faire décanter ça très loin de l'arrivée. Je me remémore la course de l'année dernière où, oui, la Team UAE avait fait en sorte de faire exploser. En fait, c'est surtout ça. Je crois que c'est dans le deuxième passage du vieux Quaremont où on a vu notamment, je crois aussi Vermeersch qui avait fait exploser le peloton pour mettre sur arbitre Tadej Pogacar. Et après, c'est dans le troisième passage du vieux Quaremont, le dernier, que Tadej Pogacar avait lâché Mathieu Van Der Poel, avait fait exploser Mathieu Van Der Poel. Wout van Aert avait tenté de prendre la roue. Tadej Pogacar est plus fort que l'année dernière, Julien ? S'il n'est pas plus fort, il est tout au moins aussi fort. Mais est-ce que les autres sont aussi forts aussi donc ? Voilà, c'est ça la question. Mathieu semble aussi fort. Wout van Aert est plus fort que l'année dernière. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il y aura encore cet enterrement si Pogacar s'en va? Même un Pogacar on dirait à 99,9% de chance, de force, dès qu'il part, généralement, ça s'enterre, quoi. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, hein, dans la prépa, ou dans le débrief de Milan-San Remo. Personne n'ose derrière lui, donc c'est surtout ça le facteur. Est-ce que quelqu'un va au moins oser attaquer derrière pour essayer de reprendre du temps ou reprendre Pogacar? Et suivant le placement, ce facteur pourrait être Remco Evenepoel. On va revenir finalement au débat de départ. On passera aux outsiders dans quelques secondes. Juste, Paul, pour conclure le débat Van Der Poel-Pogacar, on a bien compris quand même que Pogacar a un léger avantage quand même au minimum sur Mathieu Van Der Poel au départ de ce Tour des Flandres 2026. On se rend compte à chaque fois que quand Pogacar attaque, il y a toujours une grosse différence qui est faite sur le moment de l'attaque, mais que la différence faite n'est finalement pas si énorme que ça, et que en fait ça demande derrière lui une
organisation parfaite, là où tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu, mais la clé de la course ne sera-t-elle pas finalement dans l'organisation de derrière Pogacar quand ce dernier va attaquer? C'est ça, je te rejoins un petit peu sur cet avis-là, surtout que avec l'ajout d'un Remco Evenepoel, ça fait davantage de protagonistes. Donc effectivement, si à un moment donné, Pogacar arrive effectivement à s'isoler seul en tête, loin de l'arrivée, bah, il y aura des kilomètres à encore effectuer et il faudra que potentiellement il y ait un bon groupe solide derrière qui collabore ensemble pour tenter de revenir. On peut imaginer qu'il y a un groupe derrière avec du Mathieu Van Der Poel, du Wout van Aert, du Remco Evenepoel. Et potentiellement, si ces trois-là s'entendent et font bloc ensemble, ça pourrait les permettre de rentrer sur un Tadej Pogacar qui aurait peut-être déjà laissé quelques cartouches à l'avant seul. Et derrière, Pogacar et Van Der Poel. Bon, on voit qui maintenant? Parce que, ok, on a parlé de Van Der Poel, on a parlé de Pogacar, on a parlé d'Evenepoel qui fait un peu office d'ovni dans cette édition 2026. On a parlé un peu en introduction de Wout van Aert qui revient quand même en très grande forme. Est-ce que derrière, Julien, la concurrence est à des années-lumière? Est-ce que finalement on voit qu'il y a beaucoup d'homogénéité parmi les outsiders, on va dire, autour de la 4e, 5e place, derrière les ogres, derrière un petit peu ce qui était considéré comme les fantastiques il y a quelques années. On voit qui s'est dégagé dans cette période de Flandrienne avant le Tour des Flandres, Julien? Dans le Tour des Flandres, un Mats Pedersen qui a fait un retour costaud après sa fracture clavicule en début de saison. Un Alex Segart, moi qui me surprend cette année. Après derrière c'est un peu plus compliqué. Madouas, son podium il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Oh, même un peu plus, non? C'était justement sur la première participation de C'est Pogacar, pas je crois que c'est 2022. 2022? Alors moi je dirais 2022, 2022, ouais. sur une victoire Ouais. de Mathieu Van Der Poel, c'est bien cela, la 3e place de Madouas. Et oui déjà, désolé Julien, ça, sur le rappel des dates, Non, ça c'est fait oui, non, compliqué. ouais, mais Ça file ça, vous des allez dire cheveux pour blancs. Insto. Ah ouais, non, mais oh là là, j'étais encore jeune et beau à l'époque. Après, c'était un peu la personne qui était attendue sur les Flandriennes du côté de Groupama FDJ United. Romain Grégoire, qui a pas démérité hier, qui est tombé sur un super Wout van Aert qui l'a fait péter dans le Nockerberg. Après, derrière, c'est vrai que il y a pas grand monde qui pourrait aller chatouiller les ogres, quoi. Ouais, Paul, ça va être... franchement, on voit quoi? On voit, allez, Pogacar, Van Der Poel, Van Aert. Et en fait, enfin, je mets Van Aert en 3 volontairement parce que, sincèrement, c'est celui qui fait la meilleure impression des autres, du reste du monde. Il est, on va dire, même encore un monde au-dessus de la concurrence. Julien a cité Mats Pedersen. Moi, Mats Pedersen, je le vois pas si bien que ça, franchement. J'ai peur qu'il manque de fraîcheur sur ce Tour des Flandres. Je le vois beaucoup mieux sur Paris-Roubaix. Et il a cité Alex Segart. Je trouve qu'Alex Segart est un poil trop lourd pour ce Tour des Flandres. Je sais pas ce que tu en penses, Paul. Ah oui, ça fait pas mal de choses à dire. Effectivement, Mats Pedersen, malheureusement, avec sa chute du début de saison, sa préparation, elle est vachement tronquée. On a toujours vu plus fort sur Paris-Roubaix ces dernières années, même si on l'a découvert dans sa jeunesse sur un Tour des Flandres déjà, où c'était à un moment donné, il me semble, isolé en tête avant de se faire reprendre. Mais oui, Mats Pedersen, je le vois un petit peu plus loin. Pareil, bah lui, il peut tout à fait jouer son top 5, voire top 10, forcément. Alex Segart, moi, je l'ai trouvé très impressionnant. J'étais à Denain, moi, le jour de sa victoire. Sa science tactique de la course, le laisser quelques mètres derrière Perstrand Agnes, c'était assez impressionnant. Donc, bon, je le vois aussi bien figuré, mais peut-être mieux sur Paris-Roubaix, effectivement, avec son profil un petit peu plus lourd. Et là aussi où j'ai envie d'apporter une certaine attention, c'est qu'en général, il y a toujours un coureur de l'échappée du Tour des Flandres qui figure bien et qui arrive à s'accrocher et qui peut jouer sur son top 10 à l'arrivée, surtout quand on disait tout à l'heure qu'on imaginait que la course se décanterait assez rapidement. Pour moi, il va avoir une vraie bataille pour prendre la bonne échappée.
et il y aura déjà des hommes forts qui seront envoyés à l'avant et qui pourront potentiellement jouer leur top 10. Je pense à des coureurs comme de l'équipe Cofidis, je pense que j'ai pas mal suivi depuis ce début de saison, à des Alexis Renard, à des Hugo Page qui auront vraiment envie de prendre la bonne échappée, et que s'ils arrivent à prendre ce coup d'avance sur les principaux favoris, bah, ils auront toutes leurs chances à l'arrivée de pouvoir intégrer ce top 10 final. Alors, moi, personnellement, parmi les outsiders, je me suis replongé là pendant que vous étiez en train de débattre sur notamment le Tour des Flandres de l'année dernière. Je vais regarder le classement parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on va repartir un petit peu sur le même scénario. On avait, je rappelle, l'année dernière, la victoire en solitaire de Tadej Pogacar, où on avait vu par la deuxième place Van Der Poel être battu par Mats Pedersen sur la ligne. Wout van Aert avait fait 4 pareil dans ce petit sprint et Jasper Stuyven avait fait 5 en travaillant pour Mats Pedersen dans le final. Je regarde Jasper Stuyven, il est au départ avec la Soudal Quickstep. Il y aura un Dylan Van Barle, à voir dans quelle forme sera Dylan Van Barle ce dimanche. On verra un petit peu la paire Van Barle-Stuyven, ce qu'elle va pouvoir faire, la Soudal Quickstep, qu'on attend quand même au tournant en réaction. J'ai quand même l'impression qu'on aura... bon voilà, finalement c'est fantastique des pavés, avec du Pogacar, du Van Der Poel, du Pedersen, du Van Aert à l'avant. Et je regarde, derrière on avait eu du Benoît Kung et puis le peloton pour la 8ème place, un peloton je regarde, une quarantaine de coureurs pour la 8ème place. J'ai l'impression qu'on va repartir un petit peu dans le même scénario, d'autant que c'est un Tour des Flandres sec, je le rappelle, ça a son importance, ça nivelle un petit peu les valeurs parmi les outsiders, et il y a une grande homogénéité finalement derrière ces gars-là. On l'a vu, Gant Wevelgem, il y a un peloton qui arrive pour la victoire, le Grand Prix E3 qui est quand même la grande répétition de ce Tour des Flandres, et derrière le groupe, alors pas Van Der Poel du coup, mais derrière le groupe Vermeersch pour le podium, il y a un peloton qui arrive à une trentaine de secondes derrière. J'ai l'impression qu'on va revenir vers un peloton très fourni. Je sais pas, Julien, ce que tu en penses, si tu es d'accord sur cette homogénéité parmi les outsiders. Ouais, je pense qu'on peut avoir un gros peloton derrière, puisqu'il peut revenir, hein, comme ça s'est vu encore dimanche dernier et hier sur Dwarsdorp-Vlaanderen. Le terrain risque d'être sec. Il ne doit pas pleuvoir tout au moins dimanche. Je peux te dire qu'aujourd'hui, il pleut bien. Donc, ça peut aussi laisser certains passages un peu humides. Ah, c'est pour nettoyer les pavés, Julien. Ah, pardon, oui. Mais ils n'ont pas de chèvre en Belgique, c'est pour ça. Maintenant, voir comment se déroule la course. Est-ce que l'année dernière, c'était au deuxième passage du Quarmont que les crémages avaient eu lieu? Cette année, si tu mets un plan anti-Pogacar, pourquoi pas commencer les crémages dès le premier passage du vieux Quarmont, qui intervient après 115 km de course, a priori. Paul, pour conclure sur les outsiders, quelle surprise tu vois, toi, dans cette édition 2026? Je vais te citer 2 noms et tu vas me dire si tu es d'accord. Alors peut-être 3, parce qu'en fait, je vois une doublette Gianni Vermeersch, Tim Van Dijk à la Red Bull Boransgreux qui peuvent vraiment jouer leur va-tout sur ce Tour des Flandres. Il y a la Visma Lease Bike, un Per Strand Hagenes qui est très fort sur cette campagne de Flandrienne. Et bah, tu as bien anticipé parce que je voulais aussi parler de Per Strand Agnes, pas pareil, qui a été très en vue aussi sur le Grand Prix de Denain où j'étais présent. Je le vois plutôt bien figuré, ouais, pour parler de Visma en premier lieu. Je le vois, pourquoi pas, bien accompagner un Wout van Aert. Ça sera, je pense, quand même important d'avoir des bons coéquipiers autour de lui. On Forcément, parlait des il y aura coups d'anticipation, Laporte. mettre un Perche Hagenes dans un coup d'anticipation à 120 bornes de l'arrivée pour anticiper les attaques des favoris, ça peut être réellement une bonne pioche pour un bon coup pour la Visma. Je pense, même si c'est vrai que en général, quand il y a ces tentatives d'anticipation, après, ça suffit pas derrière. Ça, quand Pogacar déclenche au final le coup d'anticipation, il vole un peu en éclats. Mais je l'imagine fort, Perstan Agnès et figurer dans les tout premiers rôles. Et comme tu parlais aussi de Red Bull Boransreux, ouais, un
Tim Van Dijk, pardon, qui a été aussi très en vue sur ces dernières semaines, que ça soit sur Paris-Nice où il a parfaitement épaulé Daniel Felipe Martinez, et où il fait deux aussi, il s'intercale entre Mathieu Van Der Poel et Florian Vermeer sur l'omloop. Donc aussi, ouais, un bon coureur aussi qui pourrait essayer d'épauler aussi au mieux Remco Evenepoel dans sa découverte du Tour des Flandres. Mais ouais, grosse pièce en surprise, comme tu dis, sur un Per Strand Agnes. Ouais. Messieurs, avant de passer au pronostic, rapidement, un mot sur les Français. Est-ce que vous voyez les Français jouer quelque chose sur ce Tour des Flandres ? Est-ce que vous voyez en tout cas les Français briller ? On a parlé en bref de Romain Grégoire il y a quelques minutes. Parmi les Français qu'on va suivre un petit peu au départ, à la Groupama FDJ United, je mettrais pour la suite un petit peu un Thibaut Gruel que j'aimerais bien voir son comportement sur ce Tour des Flandres. Bon, ça sera des échelons, on le sait, hein, on va pas se cacher, ça sera des échelons à l'arrière de la course. Un Paul Magnier, voir comment il va se comporter sur un Tour des Flandres où il n'aura pas de soucis. Christophe Laporte, à voir dans quelle forme il sera, quel rôle il va jouer aussi, mais en vue de Paris-Roubaix peut-être plus pour Christophe Laporte. Et puis après, parmi les autres Français, Alexis Renard, Hugo Page à la Cofidis, et puis après il y aura la Total Energy avec un Anthony Turgis. Julien, quel Français tu vois éventuellement briller, et puis comment tu les vois surtout dans cette course ? On devrait avoir la traditionnelle échappée avec Samuel Leroux ou Alexis Brunel. Ça, qui sont toujours dans les matinales. Hein. Oui. Turgis, qui se comporte toujours bien sur un Tour des Flandres. Il n'y a pas de raison que cette année, hors incident mécanique, ce ne soit pas le cas. Alexis Renard, sur Cofidis, qui peut être pas mal. Après, pourquoi pas vous revoir un Romain Grégoire offensif. Mais comme tu disais, ce sera pour un deuxième échelon, pour aller à briller sur un top 10, quoi, voire un top 15. Ah oui, ou un top 15, oui, et on verra peut-être un éventuel sprint du peloton. Paul, en un mot, en bref, tu vois les Français jouer un rôle sur ce Tour des Flandres, ou alors pour les accessites. Ouais, ce sera très clairement pour moi des accessites. Comme je disais tout à l'heure, je vois bien le duo, enfin un des deux Français de l'équipe Cofidis, un Hugo Page, Alexis Renard, prendre l'échappée. Petite take, on verra bien si ça passe. On les a déjà vus justement échapper sur les premières Flandriennes. Et s'il faut citer qu'un Français pour un top 15, on va dire. Bon, un Christophe Laporte, je mise quand même encore sur lui. Je le trouve quand même assez en forme, bien revenu après son année un peu blanche, malheureusement, avec l'an dernier, sur le fait qu'il ait pas couru avec sa longue maladie. Mais je vois aussi un bon Christophe Laporte quand même. Et pour ma part, ce sera du Romain Grégoire. Jouer quelque chose. Christophe Laporte, s'il est capable de suivre, si c'est un peloton qui arrive, on va dire, pour jouer top 10 avec la pointe de vitesse de Laporte, ça peut le faire. Romain Grégoire, si c'est grappe par grappe, il peut être en capacité d'aller jouer top 10, et je vais suivre le comportement d'un Thibaut Gruel, je vais quand même le rappeler, qui a une belle pointe de vitesse, qui lui aussi pourra jouer sa carte en cas d'arriver un petit peu groupé pour jouer top 10, top 15. Donc on va suivre ces Français. Quand même citer Clément Aleno à la Burgos. La Burgos, c'est un peu dans ce Tour des Flandres le gif de Jérôme Commandeur aux Oscars qui dit je sais pas ce que vous devez être surpris de me voir là. Oui, en effet. Et la Burgos qui me fait penser que j'avais vu la stat que jamais un Espagnol n'a remporté un monument pavé. Voilà. Donc on passait pas loin avec Fletcher à l'époque. Hein. Oui. Fletcher, il était pas passé loin, et je pense que ce sera encore le cas cette année. On voit pas un Espagnol et on voit pas Ivan Garcia Cortina à la Cofidis aller jouer quelque chose, ou même Yon Barrenechea pour la Movistar. Allez, 1, 2, 3, podium, pronostic. Julien, pour terminer. Mathieu, Tadej et Wout. Paul. Je suis catégorique. Moi, j'inverse les deux premières places. Moi, je mets Pogacar en 1 en solitaire. Et je mets le duo qui va jouer au sprint Van Der Poel devant Wout van Aert. Eh bien, Paul, je vais faire comme toi. Pour le podium, je vais faire comme toi pour le podium. Je vois vraiment Wout van Aert sur le podium, et Pogacar quand même aller claquer un nouveau monument, ce qui ferait son 4e monument de suite, après Milan-San Remo, après le Tour de Lombardie et après Liège-Bastogne-Liège.
l'année dernière. Bon, bah messieurs, en tout cas, Paul, merci d'avoir été avec nous pour cette partie homme de la présentation du Tour des Flandres. Dans quelques instants, on va passer à la partie femme avec Julien. Paul, le cycle des temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok aussi. C'est ça, et YouTube. Et YouTube. Mais encore en un grand effet, la chaîne plaisir, YouTube. encore un grand plaisir d'avoir échangé avec vous. Bah, un grand plaisir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Paul. On te retrouve bientôt dans Vélo Podcast pour parler de vélo. À très bientôt. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt les gars. À bientôt. Et nous, Julien, on se retrouve dans quelques instants pour parler du Tour des Flandres femmes. À tout de suite. À pied derrière. Oh bah derrière c'est l'hécatombe, tout le monde est à pied, j'ai l'impression pratiquement. Ah bah tout le monde est à pied. Allez, la suite de cette présentation du Tour des Flandres 2026, on va passer aux femmes. Parce que on a parlé des hommes où c'était quand même très polarisé parmi certains noms. Et là, quand même, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, qui est encore avec moi pour la présentation du parcours femmes, en tout cas de la course femmes, c'est une course très ouverte. Alors, on sera en capacité de sortir 2-3 noms comme ça. Mais alors, pour la victoire, on peut quand même élargir la liste à une dizaine de prétendantes minimum. Oh, minimum 10, ouais, parce que là, les listes des engagés qui sont sortis, ça risque d'être compliqué si on devait en dégager que 2-3, surtout quand on voit certaines performances de cette semaine. In Thundersfield, in Wevelgem, chez les femmes, c'est plus facile. On a vu de très belles choses et ben, on s'est pas ennuyé non plus en regardant ces courses de préparation, courses de préparation qui sont quand même des très belles courses au Tour des Flandres. Ouais, notamment à travers la Flandre qui nous a régalé ce mercredi avec la victoire de Marlene Reusser devant Demi Vollering, où on a vu Marlene Reusser encore une fois faire parler sa puissance. On a vu Lotto Kopecky briller dans cette période de préparation au Ronde 2, en remportant Milan-San Remo qui était sur à travers la Flandre ce mercredi pour revenir à la compétition, qui avait remporté Noko Røkkersø aussi au mois de mars. Voilà, il y a quand même bon nombre de favorites. Est-ce que finalement, Julien, Lotto Kopecky n'est pas la grande favorite à sa succession? Et je reviens un petit peu sur le débat qu'on avait eu après Milan-San Remo, femme, remportée justement par Kopecky, où on sent une Lotto Kopecky un petit peu retrouvée dans cette année 2026, qui en plus a une équipe SD Works pratiquement acquise à sa cause, une Lorena Wiebes qui est ultra forte aussi, qui aura sa carte à jouer dans ce Tour des Flandres, avec une Blanca Vas qui sera quand même là pour le travail d'équipe, une Mischa Bredevolt aussi qui sera là. Est-ce que c'est pas la grande favorite parmi toutes les favorites à sa succession, la Belge? Alors, on la pointe forcément comme grande favorite. C'est la tenante du titre. Elle est quasiment à la maison. Elle est en super forme. Et là, l'équipe avec un grand E autour d'elle pour ce Tour des Flandres. Quand on voit Bredevolt qui était assez remuante hier pour travailler pour Kopecky justement, sur une Lorena Wiebes qui fait basculer la course, qui fait exploser le groupe dans lequel elle était, dans la montée de Kemmel, où c'est pas le genre d'effort où on l'attend d'habitude. Ce sera l'équipe à surveiller. Avec cette SD Works qui... on a l'impression quand même c'est un petit peu retrouvé sur cette campagne de classique, à voir ce que ça donnera ensuite quand les grands tours vont s'enchaîner, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que sur les classiques elle a prouvé qu'elle était là, que Lorena Wiebes, j'ai quand même l'impression a rarement été aussi forte dans les monts. Voilà, Lotto Kopecky qui se retrouve. Allez, si on liste quelques favorites, j'ai une start list qui n'est pas définitive sous les yeux. On est ce jeudi en milieu de journée, il n'y a pas encore toutes les favorites qui ont été, en tout cas il n'y a pas toutes les start list complètes qui a été annoncée. Si je cite, allez, tu me dis oui, non, ok, en un mot tu me dis oui, non. SD Works, Kopecky, Wiebes, Bredevold. L'une des trois. En plus, pour jouer la carte du groupe. Visma Lease the Bike, on l'a pas vu pendant cette période de Flandrienne, mais Pauline Ferrand-Prévot, qui a fait podium l'année dernière,
dans un moment de sa carrière où elle était encore en reprise et encore en train de se tester. Bon, là, 1 an plus tard, Pauline Ferrand-Prévot fera office de quand même de grande favorite elle aussi. On a vu Lieke Neuyen aussi briller sur cette campagne. Lieke Neuyen qui était très très intelligente hier. Elle a failli faire une Ghana. Si Oui. les deux se regardaient, je pense qu'elle pouvait faire une Ghana. Maintenant, je pense que tout sera axé autour de Pauline. Malgré Marianne Vos, mais qui, bon, elle a peut-être eu sa Marianne Vos, c'est préparation encore tronquée, incertaine. voilà. Elle est annoncée dans la Pas encore sûr. pré-start list, mais Marianne Vos, voilà, elle avait déjà déclaré forfait pour Milan-San Remo en raison d'un problème de famille, notamment auprès de son Et papa. elle était annoncée hier aussi, mais elle n'y Aussi, était pas. Donc. c'est vrai, tu as raison, Julien. Movistar autour de Marlène Reusser. Autour de Marlène Reusser avec pourquoi pas le facteur Liane Lippert qui a bien bossé aussi hier, qui a coupé pas mal d'échappées. Kat Et Ferguson pourquoi aussi. pas une Kat Ferguson. Ouais. Ouais. On sent quand même que parmi les favorites, Marlène Reusser a prouvé qu'elle avait énormément de puissance, que dès qu'elle embraye, un petit peu comme Remco Evenepoel finalement, il y a cette puissance là dans les guibolles qui est quand même assez impressionnante de la part de la Suissesse. Un peu le même profil de base des rouleurs, avec Marlène Reusser a toujours brillé sur les contre-la-montre, avant de partir sur les courses par étapes. Elle dégage une puissance. Hier, elle a été intelligente de pas insister quand elle a décroché Demi Vollering, parce qu'à deux, on est toujours plus forte. Maintenant, je pense qu'elle pouvait pas, vu la distance qu'il reste à faire, elle pouvait partir toute seule, sans souci. Agi Insurance, Soudal Team, Kim Lecourt, tu vois Kim quelqu'un Lecourt. d'autre? Ouais, Kim Lecourt. Borghesi. Ouais, Laetitia Borghesi, Le oui, Kim mais quand même Borghesi. Kim Lecourt, quand même qui sur ses monts pavés, championne la Mauricienne qui va briller. La Canyon SRAM. Canyon SRAM, Chloé Deigert, Joey Backstedt. Ouais. Daiger, ce sera sa reprise aussi. Hein. Ouais. Après sa chute au Down Under, elle a fait pas mal de pistes pour faire du foncier à 52 moyenne. Backstedt hier qui signe une belle 4e place. Ce sera à mon avis les deux à surveiller. L'AIF Education Hotly avec Noémie Rugg. Noémie Rugg qui peut Ouais. jouer quelque chose, tu penses? Noémie Rugg qui est toujours performante sur les courses d'un jour. Surtout, si elle arrive à rester entourée de Nina Berton, voire d'une Kerbaol, ça peut aller loin. Encore faut-il que Nina Berton ne soit pas malchanceuse. On l'a vu notamment pas mal malchanceuse sur cette période de Flandrienne. L'an dernier, Noémie Rugg, elle fait 15e du Tour des Flandres après son podium déjà à Milan-San Remo, et on rappelle qu'elle a refait podium à San Remo cette année en prenant la 2e place. La Suissesse, je vais squeezer volontairement la FDJ United Suez parce qu'on va en parler un petit peu après à la fin, en parlant aussi des Françaises et des équipes françaises. Phoenix Première Tech, Puck Peters, tout pour Puck Peters. Elle a une vraie carte à jouer. Hier, elle était assez nerveuse parce que c'était aussi une course de reprise pour elle. Et elle s'agaçait un peu que ça roule pas aussi bien que ça devant. Pour essayer de revenir sur Reusser et Vollering. Maintenant, là-dessus, c'est plus pentu. C'est beaucoup plus pentu un Tour des Flandres qu'un travers la Flandre. Donc, oui, pourquoi pas. Et attention à une qui est surprenante de plus en plus, c'est Millie Cousins, la Britannique. Ouais, la Britannique de la Phoenix Elle Première va Tech. vite. Oui. Donc, ça peut, sur un petit groupe de 10-15, elle peut aller jouer sa carte, sans problème. On n'a pas fait de 3-2 et 1 étoile. Puck Peters, tu la classes dans les 3 étoiles? Moi, je la classe 2,5. Allez, 2,5, ouais. L'Autocopéki 3 étoiles. Pauline Ferrand-Prévot 3 3 étoiles. étoiles aussi. Kim Lecourt à 2 étoiles, peut-être plus. Marlène Reusser Reusser à 3. 2,5 aussi. Ouais. Noémie Rugg peut-être à 1 étoile. On parlera d'FDJ United Suez un petit peu après. On descend un petit peu. Bon, pour le reste, Human Powerless avec Talita de Jong. Je vois pas trop Talita de Jong peser sur la course. La Lidl Trek, Elisa Balsamo, je la vois peut-être un peu juste, moi, Elisa Balsamo pour ce Tour des Flandres. Peut-être plus à Paris-Roubaix. Shirin Van Androoy. Même Shirin Van Androoy. Ouais, Shirin Van Androoy à 1 étoile peut-être. Peut-être une étoile. Ouais. Ou Lucinda Brand à 1 étoile aussi, ça peut le faire. Hein. Aussi, Lila Alula Jaiko, Letizia Paternotzer. Bon, je la vois. Je la vois à peine à 1 étoile. La Picnic Postenel, Pfeiffer Georgie, à peine à 1 étoile, pareil. Et si on descend, bon, on a quand même la team UAE avec Elisa Longo Borghini. Là, par contre, Elisa Longo Borghini, c'est minimum 2 étoiles, 2,5. Elle était un peu malade hier, elle l'avouait hier en présentation d'équipe. Elle était un peu encore enrhumée, mais bon, elle a super bien bossé pour ses équipières. Elle a rendu ce que ses coéquipières lui font habituellement. Mais la team ADQ, je trouve que depuis le début des Flandriennes,
et italienne, elles sont là, quoi. Avec Elles Karen vont au charbon. Zwinkels et Gasparini, hein, notamment. Gasparini, une Persico peut-être un petit ton en dessous, mais Qui se met à la planche pour les autres. ouais, non. Et puis Gasparini qui fait podium sur Milan-San Remo, Swingles qui fait podium sur Level Game et qui gagne les Binda. Non, elles développent un peu leur jeu sur les classiques, là où elles se contentaient plus ou moins des courses par étapes, quoi. Ouais, avec Zwinkels qui fait troisième à Wevelgem dimanche, qui fait encore top 10 à travers la Flandre, qui a fait sixième au Omloop Newsblad, et puis Gasparini, hein, qui elle était là dans le final de Milan-San Remo en prenant la troisième place. Voilà un petit peu pour les favorites. Et la FDJ Suez, Julien, donc la FDJ Suez, bon, je l'ai volontairement gardé un petit peu pour la fin, parce que franchement, cette équipe, elle a vraiment de la gueule. Est-ce que finalement, on n'a pas une équipe avec des leaders, avec deux leaders, je dirais même pas trois, mais en tout cas une lieutenant qui pourra réellement jouer sa carte. Mais est-ce que finalement, l'ascension d'Élise Chabet ne peut pas libérer Demi Vollering? Qu'est-ce que t'en penses, toi, un petit peu? On en parle beaucoup d'Élise Chabet sur les classiques depuis le début de saison. Et la Suissesse, elle a quand même des jambes de feu. Demi Vollering a prouvé à travers la Flandre qu'elle avait aussi de très bonnes jambes, capable de revenir, de se faire la peau pour revenir sur Marlène Reusser. Bon, battue au sprint d'un rien, mais elle s'est fait la peau et elle est revenue. Elle a prouvé qu'elle avait elle aussi de vraies bonnes jambes. Mais bon, finalement, est-ce que l'ascension d'Élise Chabet peut pas être un vrai plus pour l'équipe de Stéphane Delcourt? Bah, ça donne forcément une cartouche en plus. Ça donne une carte en plus à jouer. Une Vollering peut partir de loin à la Tadej Pogacar. Une Chabet peut le faire aussi. Et en pointe de vitesse pure, moi je mets quand même un petit point de plus en vitesse à Chabet. Ouais, je suis d'accord. Et Chabet va vite. Là, là, tu parles vraiment des deux leaders, et il y en a une qui me surprend de plus en plus. J'en ai déjà parlé. Après l'Estrade. On va croire voilà. On va croire que je suis amoureux d'elle, mais Franziska Kor, elle est énorme. Le boulot qu'elle abat sur une Thundersfield, qu'elle abat hier. Cette fille, tu la mets sur un Paris-Roubaix, elle sera surveillée. Il n'y aura pas les Vollering, il y aura pas Vollering. Chabet normalement il sera. C'est le genre de course qu'elle a dans les pattes. Une Amber Crack est énorme. Et attention sur ce genre de parcours qu'elle va découvrir et qu'elle a déjà remporté chez les U19. Attention à Célia Géry. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. T'as cité les noms, en tout cas. On n'a pas la start list officielle, mais en tout cas, c'est les 6 noms avec Vittoria Guazzini qui sont annoncés. Vittoria Guazzini sur un Tour des Flandres, ça paraît un poil compliqué pour elle. Quand je disais 2 leaders et demi, c'était Franziska Kor que je visais dans ce et demi, parce que elle a réellement prouvé cette année, notamment Strade Bianche, qu'elle était au niveau pratiquement des meilleurs ou juste derrière. Et tu l'as dit, Célia Géry. Franchement, j'ai une grosse hype pour Célia Géry sur le Tour des Flandres. Elle qui brille l'hiver en cyclocross, elle qui se développe, qui est encore très jeune. J'ai envie de la voir briller sur ce Tour des Flandres, et j'ai envie de te dire, j'ai même envie de la voir dans un coup d'anticipation. Ah bah s'il y a un coup d'anticipation, on y sera, parce que c'est des longues distances. Pour des Flandres, c'est long pour une femme comme Célia Géry qui est que pro depuis 2 ans. Elle a 20 ans. Elle les a dans les pattes. Géry, 20 ans, ouais. C'est sa 2e saison pro. Elle les a dans les pattes. Ça, c'est 165 km. Mais sur un coup d'anticipation, ouais, ça peut aller, ça peut aller loin. On parlait d'une Vittoria Guazzini dans une matinale, la machine à rouler italienne dans la première échappée, puis servir en point d'appui. Ça peut être pas mal aussi. Mais pour en revenir à Franziska Kor, elle a passé un cap énorme entre l'année dernière à la Picnic Postenel et cette année. Ouais. Elle est, pour moi, elle est juste hallucinante. Ouais, complètement. L'Allemande, la championne d'Allemagne, qui a fait 8e à travers la Flandre ce mercredi, qui avait fait 13e à Wevelgem donc dimanche dernier, qui a fait 3e au Strade, 5e à l'Omloop Newsblad, et elle arrive vraiment dans la peau de l'outsider, une outsider en tout cas, une pièce en plus dans le puzzle FDJ United Suez. Quelle tactique pour cette équipe? Quelle tactique? Est-ce que on joue la force du nombre pour dynamiter la course?
Est-ce que on va avoir une carte d'Emi Vollering pour suivre à la trace, allez, on va dire Marlène Reusser, Elie Chabet pour suivre, tenter de suivre Lotte Kopecky. On fait quoi? On fait du marquage individuel un petit peu? Ouais, là, il va falloir jouer. Vu le nombre de favorites qu'il y a au départ, il va falloir jouer serré parce que tu pourras pas sauter sur tous les coups. Ou alors Ça, tour c'est une après tour, on certitude. essaie d'avoir tour après tour une Vollering, une Chabet, une Cor pour tenter de suivre les roues? Ouais, voilà. Ou une Géry. Ou une Et une Géry? Géry Oui. Qui part dans un coup d'anticipation avec, je vais dire une bêtise, une Lippert, une Borghesi, voire une Gasparini. C'est des Géry, ça sprint. Sur un coup à 4-5, un coup miraculeux qui arrive à 4-5 avec ce groupe-là, elle peut aller taper la victoire, hein. Ouais. Avec, ben, pourquoi pas, peut-être aussi Cor et Géry, on va dire entre 100 et 50 km de l'arrivée, et puis dans les 50 derniers kilomètres sur la dernière boucle des monts, avoir Chabet et Vollering derrière après qui restent un petit peu en attente et qui attendent justement les 50 derniers kilomètres pour ensuite aller se mettre en évidence. Voilà un petit peu, on a parlé de beaucoup de favorites pour cette course, mais parce que cette course quand même, Julien, elle va être beaucoup plus ouverte que chez les hommes, où là, on va avoir, mais on en a parlé, on a au moins une dizaine de favorites qu'on a citées, et encore, Vollering et Chabet, moi je les mets à 2 étoiles et demie. Je vais pas les mettre en 3 parce que je vois quand même Vollering et Chabet, mais vraiment un poil, un boyau en dessous de Lotte Kopecky, de Pauline Ferrand-Prévot, qu'on a cité parmi les favorites. Euh, Même un poil en dessous de Marlène Reusser qui, moi, m'a montré une plus grande impression de puissance qu'une Demi Vollering qui a certes été capable de revenir sur elle mercredi, mais en termes de puissance pure, Marlène Reusser a prouvé quand même qu'elle était un ton en dessus des FDJ Unity de Suez. Et puis voilà, un petit peu au niveau d'une Longo Borghini qui est à 2 étoiles et demie, suivant son niveau de forme, non? Ouais, mais après, ce dont on parlait avec Paul chez les hommes, c'est une course où il peut tout se passer. Une crevaison, une crevaison au pied du Koppenberg, pris dans un début de chute, un peu comme Léa Curinier il y a 2 ans, où elle était étincelante et elle tombe avant la dernière montée du Vieux Quarmont. Tout peut se passer sur un Tour des Flandres. C'est aussi une course qui est, ok, il y a les favorites, mais elle est tellement imprédictible sur le scénario. Il y a l'année dernière, Longo Borghini qui arrive ultra favorite après sa démonstration à travers la Flandre, qui tombe après 40 km de course. Ouais, c'est beaucoup d'inconnus aussi, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que finalement, chez les autres françaises, ou les autres équipes françaises, hein, on a Cofidis notamment au départ, Saint-Michel Préférence Homme Aubert 93 également au départ, et l'équipe Mayenne Montbana Maipi, tu les vois jouer un rôle. J'ai envie de te dire, Victoire Berthaud, on l'attendra plus dimanche prochain à Paris-Roubaix qu'au Tour des Flandres. Ouais, je pense, bien là, enfin, pour faire des bornes, mais pour être bien classé. Alors, Brian, qui m'a légèrement surpris depuis le début des classiques, c'est la toute jeune Malvina Mule de Cofidis, la polonaise, qui est encore là dans le sprint final dimanche. 20e à Wevelgem. Qui arrive dans le sprint du peloton. Mayenne Montbana pour l'échappée matinale, un peu comme celle d'hier, où hier il y avait Nathalie Quinn échappée. Et Saint-Michel, pourquoi pas la carte Alison Jackson, hein, pour un top 20. Ouais, l'ancienne vainqueur de Paris-Roubaix, de toute façon, on peut pas ne pas l'écarter. Bon, maintenant, à 37 ans, c'est peut-être un peu compliqué pour une Alison Jackson sur un parcours de Tour des Flandres. C'est un peu compliqué, mais bon. Elle fait 13e à Docque-Recurseux, par exemple. Voilà, et en ayant attaqué, après 37 ans pour une Alison Jackson, c'est comme un Bordeaux de 37 ans, quoi. Ça bonifie avec le temps. Oui, et non pas un Girondin de Bordeaux de 37 ans, c'est un peu plus compliqué pour ça. Elle avait fait 7e du Vendée Tageland, Alison Jackson aussi, début mars. Bon, finalement, on a cité un petit peu les noms qu'on voit sur ce Tour des Flandres 2026. Voilà, on a quand même fait pas mal le tour. J'ai eu notamment une OX avec Anina Tozalo et sa pointe de vitesse. Quand même pas mal de favorites. Est-ce que tu serais capable de sortir comme ça, Julien, un podium? Il y a Cédric Kerbaol aussi à la IF, mais qui sera plus normalement Cédric Kerbaol à la planche pour une Nomi Rug. Est-ce que tu vois un podium se dégager comme ça, toi? Est-ce que tu sens quelque chose? Fibre, Conir Pougine qui verrait bien Pauline sur le podium.
Ouais. Après, tu vas dire que c'est triché, mais sinon, dans mon top 3, je dirais Pauline, SD Works et FDJ United. Ouais. C'est Ouais, triché. ouais. J'admets, c'est triché. Alors moi, je vais Et, faire le podium grosse cote. Attention. Ah ouais. Pauline Ferrand-Prévot, qui prend sa Ouais. revanche sur Lotto Kopecky, et Élise Chabet fait 3e. Ah, pourquoi? Pas mal, pas mal. Mais vraiment grosse cote, D'accord. parce que Élise Chabet, peut-être que moi je la bade un petit peu trop, entre guillemets, tu m'entends parler d'Élise Chabet en permanence depuis le début de saison, mais elle m'impressionne réellement. Élise Chabet, même un poil plus forte que Puck Peters, que Marlène Reusser, peut-être, je sais pas, je vois quand même une Élise Chabet très très forte sur ce Tour des Flandres. Bon, voilà. Il y a aussi une fille que je ne vois pas sur la start list avant, en tout cas l'annonce officielle, chez Lidl Trek, c'est Fleur Morse, qui est quand même dans ce printemps très 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 forte. Ah, moi, je la trouve exceptionnelle. Elle a failli faire une Marianne Vos, Lorena Vibos dimanche. Elle fait 2 du Grand Plottingen derrière Lorena Vibos. On en avait parlé, je sais que c'était un peu une mini roquette, cette petite, qui marche aussi en cyclocross l'hiver, donc ça l'aide aussi sur ce genre de course. Non, je sais pas si la ligne, là on est sur des pré-start list, sur des listes d'engagés. Peut-être que au vu de certaines performances, ils vont l'engager. Peut-être, au dernier moment. Fleur Morse, 20 ans on rappelle, Fleur Morse, 2e à Wevelgem, 2e au Grand Prix Ettingen aussi. Voilà. Et une qu'on oublie, et si je la cite pas, je vais me faire taper sur les doigts par mon binôme. Faut quand même peut-être pas oublier Lisa Longo-Borghini, qui passe souvent à côté sur le Tour des Flandres et qui aimerait bien aussi en décrocher une. Pourquoi pas en sortant de loin, en sortant du Paterberg, voire du haut du vieux Quarmont. Elle peut aussi sortir seule, elle peut aussi faire des bornes en solo. Rappelle-toi, quand elle gagne Roubaix, elle sort solo un petit peu après le Moulin de Vertin. Elle voulait se présenter toute seule devant FP. Donc, il fallait qu'elle sorte là, quoi. En effet. Elisa Longo-Borghini qui, aussi, quand la course se durcit, elle, est toujours là, l'italienne de la team. Bon voilà, on a quand même pas mal parlé de ce Tour des Flandres homme-femme qui va arriver dimanche, le 2e monument de la saison. On se retrouvera dès la semaine prochaine pour à la fois faire le débrief du Tour des Flandres et s'orienter très rapidement sur Paris-Roubaix qui va arriver directement après le dimanche suivant, avec normalement encore un duel Pogacar-Van Der Poel chez les hommes et une course toujours aussi ouverte chez les femmes. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir. Et nous on se rappelle dans Vélo Podcast la semaine prochaine avec donc Vélo Podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, ainsi que la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Un grand merci aussi à Paul du Cycle Détente qui était avec nous en début d'émission. Julien, bon Tour des Flandres. Ce sera un Tour des Flandres et dès le lendemain, ma course préférée, la ronde de Moucron. Bien évidemment, la ronde de Moucron qu'on n'oublie pas, donc on débriefera pas, tu m'en voudras pas Julien, dans Vélo Podcast, mais en tout cas, à très bientôt dans Vélo Podcast pour parler justement du Tour des Flandres, peut-être de la ronde de Moucron, on verra. Ciao ciao. Ciao ciao.